Eh salut mes petites crevettes mayonnaise. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sword and Sorcery, vidéo analyse de personnages, dans laquelle nous allons parler du nécromancien invocateur Onamor. Onamor, côté chaotique nécromancien, côté loyaliste invocateur. Donc vous avez déjà vu des parties avec Onamor sur la chaîne, hein, je l'ai déjà joué dans des différentes vidéos de gameplay. Il est temps maintenant de lui dédier une vidéo d'analyse de personnage, de voir un petit peu comment moi je le joue, comment j'apprécie ses pouvoirs, lesquels je prends, lesquels je ne prends pas, pourquoi, etc. etc. Dans la même veine que les autres analyses qui ont lieu jusqu'à présent, de toute façon, en termes de personnages. Onamor est mon petit chouchou quand même, hein, parce que je sais que quand j'avais joué avec ce personnage-là, petit coup de cœur pour Onamor par son côté nécromancien qui m'avait bien plu avec ses mécaniques, on va voir ça ensemble. J'ai pas testé le côté summoner, mais j'ai testé le côté nécromancien et qui était vraiment plaisant. Il faisait péter, il invoque des squelettes, il les fait péter, enfin c'est très rigolo, j'ai vraiment apprécié jouer avec lui côté nécromancien. Le voici nécromancien et côté invocateur ici. Alors, la vidéo sera un peu différente des autres. D'habitude, je prends les pouvoirs et puis je les regarde les uns après les autres. Là, ça va dépendre un peu du profil. Si tu parles côté nécromancien, des pouvoirs sont intéressants. Si tu parles côté summoner, des mêmes pouvoirs qui étaient intéressants côté nécromancien ne seront pas forcément côté summoner. Donc, je vais diviser la vidéo en deux parties. On va commencer par la partie nécromancien, et après on fera la partie summoner, donc du coup des pouvoirs vont sûrement être réutilisés, notamment les pouvoirs de base, enfin il y en a 3, hein, donc 3. En fonction de comment je mets, ça fait 3. Il y a 3 pouvoirs de base, et en fonction de base, commun aux deux alliants, pardon, excusez-moi. Et en fonction de ça, voilà, donc je vais d'abord faire la classe de nécromancien, on va parler de celle-là, on va parler après de la classe de l'invocateur. Il n'y aura pas forcément de comparatif, parce que du coup, les deux ont vraiment deux vocations différentes. T'en as une qui est vraiment là pour faire du dégât, enfin le nécromancien, voilà, il envoie du lourd avec ses squelettes. L'invocateur, du coup, il a vraiment des pets à invoquer, et il fait également du dégât avec des dégâts de feu, mais c'est pas la même... Ils n'ont pas la même fonctionnalité, ils n'ont pas la même utilité, c'est ça qui est très sympathique avec ce personnage-là, c'est ça que j'aime beaucoup. Allez, on se retrouve en vue de plongeante pour parler un peu de tout ça, et commencer avec la partie nécromancien. Je vous dis à tout de suite. Allez, venez. Allez, sous vos yeux ébahis, hop là. Donc voici le personnage d'Onamor, un nécromancien en tout cas de son état ici. Voilà. Donc toujours les figurines pas peintes, mais ça, il faudrait que j'essaie de le faire à l'occasion. Avec ces deux invocations, donc on a l'esprit, l'effrite de feu, qui est là. Donc c'est lui. Et celui des ténèbres, qui est ici. Voilà. J'essaie de trouver le Nightwalker, ça voilà. Un marcheur des ombres en fait. Voilà. Donc le marcheur des ombres est vraiment une compétence qui est commune aux deux alignements, tandis que l'effrite est vraiment une invocation côté invocateur. Donc on va commencer tranquillement. Ah, j'ai pas pris ces roues d'invocation. Suis-je bête? Je reviens. Hop, j'ai oublié la petite roulette ici. Donc on va commencer avec le nécromant. Le nécromant que voici que voilà. Alors, que dire du nécromant? Le nécromant, il va déjà commencer avec trois petits emplacements dans son sac à dos, une sauvegarde sur bouclier et 3 de mouvement. Voilà. Donc pas dans les standards, vraiment dans les standards. Au niveau 1, par contre, le nécromancien, je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Le nécromancien commence avec 4 points de vie, une action de combat, une action spéciale, un pouvoir et un talent, ce qui est plutôt intéressant. De l'autre côté, il a un seul pouvoir, il n'a pas de talent. Voilà. Mais en contrepartie, pour contrebalancer le fait que... non, ça contrebalance rien du tout, en fait. Non, j'allais dire une bêtise, mais pas du tout, en fait. Du coup, lui, il a un talent en moins, mais il a un emplacement de sac à dos en moins. Donc, bon. Donc, je vais me concentrer sur le nécromancien, et on parlera après de l'invocateur. Parce que si je me disperse, je suis foutu. Le nécromancien, une sorte de couteau suisse. C'est qu'il est performant dans plein de domaines, mais il excelle dans aucun. C'est-à-dire qu'il peut faire des dégâts, mais il ne se rapproche pas forcément des top DPS du jeu. Hein. Je prends le voleur, tu prends
Tu prends l'assassin ou l'Aegon mince, pas en archer, en ranger, par exemple. Il peut encaisser des dégâts, mais c'est pas pour autant que c'est un tank. On va voir qu'il peut encaisser des dégâts grâce à ses squelettes, mais c'est pas forcément, il n'est pas là pour tanker non plus, parce qu'il a quand même au niveau 1 que 4 points de vie, ce qui est très peu. Il a également des debuffs, il peut appliquer des debuffs aux adversaires, il peut appliquer des dots, hein, donc damage over time, comme du feu ou du saignement, enfin voilà, il peut appliquer des altérations aux adversaires, mais du coup pas autant qu'un personnage spécifiquement dédié à ça. Voilà, donc il est un peu partout, mais pas partout en même temps. Voilà, une sorte de couteau suisse qui fait ça le rend très utile dans pas mal de situations. Mais si tu as besoin d'un burst pour dégager très vite quelqu'un ou vraiment de tanker sur un... Enfin voilà, il n'est pas là non plus. C'est assez particulier. En tant que nécromancien, il est de classe mage. Voilà, donc il a accès aux équipements de classe mage. Donc c'est vrai que comme Auriel, c'est un personnage qui a quand même très peu de points de vie, hein, mais qui a du coup des capacités défensives pour pallier à ce manque de points de vie, hein, tout simplement. Voilà. Quand il va arriver niveau 7, on va avoir 9 points de vie, 2 actions d'attaque, 2 actions spéciales, 6 pouvoirs et 2 talents. Voilà. Et à la fin du chapitre 1, enfin à la fin de la boîte des âmes immortelles, vous êtes à 6 points de vie, 1 attaque, 2 actions spéciales, 4 pouvoirs et 1 talent. Voilà. Que dire de plus ? Donc il a effectivement 3 sacs à dos, il a une sauvegarde sur un bouclier, ce qui équivaut à 40%, donc c'est la meilleure sauvegarde possible pour avoir des pièges ou ouvrir les portes. Et il a 3 de déplacement, ce qui est pas mal, parce qu'en fait il va plutôt être derrière, hein, plutôt que vraiment aller au cac, donc c'est pas bien grave s'il a très peu de mouvement. Parlons maintenant de sa capacité passive. Donc là, un amour va falloir qu'il surveille ce qui se passe sur le plateau de jeu, plan de travail, pas du tout. Quand un ennemi meurt, on place un token tombe dans cette zone. Un token tombe peut être enlevé quand on l'utilise ou quand on le désire. Alors les tokens tombe, évidemment, j'ai pensé à ne pas les prendre, donc je vais aller en chercher un tout de suite. Hop, voilà les tokens de tombe, ce sont ceux-là. Donc quand un ennemi est tué, on place un token tombe à l'endroit où l'ennemi est tué. Peu importe que ce soit un amor qui les tue ou pas. Hein, imaginons que quelqu'un tue cet orc, on met un token tombe ici. Quelqu'un tue le gremlin, on met un token tombe ici. Voilà. Un amor peut décider d'enlever un token tombe, c'est pas un problème, à n'importe quel moment. Voilà. Ces tokens de tombe sont utilisés par 3 pouvoirs spécifiques aux nécromanciens, que sont l'explosion de corps, alors corps explosion en anglais, mais explosion de corps en français, explosion en français, je sais pas trop, Reanimated, réanimation des morts, et Skeleton Guards, donc les gardes squelettes. On y reviendra après, ça dépend en fait, ces pouvoirs vont être utiles en fonction plus ou moins du nombre de joueurs qu'il y a dans l'équipe. On va se concentrer d'abord sur les pouvoirs accessibles aux 2 classes. On y reviendra après sur ces pouvoirs-là au fur et à mesure de la vidéo. Il y a quand même d'autres trucs à dire avant. On va parler quand même de sa forme de ghost aussi à notre ami Onamor, en termes de nécromancien. On lance 3 dés rouges sur un symbole, soit une sensory, à la prochaine phase la prochaine phase de préparation. On est revenu à la vie sans dépenser de points d'âme. Alors ça peut paraître super sympa comme ça, lancer 3 dés rouges, mais il faut obtenir un symbole sur une sensory. Hein, donc c'est peu fréquent, sachant que ça, d'après les calculs que j'ai pu faire, 3 symboles sur une sensory sur 3 dés rouges, enfin en moins 1 sur 3 dés rouges, c'est 27% de réussite. Donc bon, tu as une capacité qui peut marcher, si ça marche c'est cool, ça te coûte pas de points d'âme. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Après, c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation, donc tu peux rester en fantôme jusqu'à ce que ça matche. Si tu as envie de faire ça, si tu n'as pas envie de gaspiller des points d'âme, sauf qu'en attendant, tu es inutile à rien. Enfin, tu sers à rien, quoi. Au bout d'un moment, cette capacité ne servira à rien parce qu'en fait, on claquera peut-être des parchemins de résurrection. Je crois que ça existe un peu plus haut dans la campagne. Tu peux trouver des parchemins de résurrection. Pas dans la boîte de base, mais en tout cas dans la campagne, pour te permettre de revenir à la vie. Donc finalement, son passif, là, en forme
en forme de fantôme, c'est pas si utile que ça. On va commencer par les pouvoirs. On va commencer par le pouvoir, l'Arcane Bolt, donc le tir des arcanes, qui est un pouvoir vraiment, vraiment bien, parce qu'en fait, c'est une action gratuite. Ça porte à 1. Niveau 1, tu fais le target ennemi perd 1 point de vie, hein, donc c'est pas une blessure, hein, il n'est pas touché, c'est pas une touche, c'est 1 point de vie. Hein. Un cooldown de 1, c'est que tous les tours, tu peux le faire. Et au niveau 4, 3 points de vie, un cooldown de 4. Alors au départ de la partie, ben, c'est plutôt sympa, parce que les ennemis ont peu de points de vie, donc ben, un Gremlins qui a 3 points de vie, eh ben, tu lui infliges déjà un tiers de sa barre de vie avec une attaque, que tu peux faire tous les tours. C'est vraiment très puissant. Après, quand tu arrives niveau 4, ça fait 3 points de dégâts, ce qui est également très puissant, avec cooldown de 4. Alors tu te dis, ouais, avec cooldown de 4, ça va mettre un bon moment à revenir. Oui, mais imaginons que tu joues avec un personnage comme Tristan, par exemple, qui, grâce à son pouvoir, va te permettre, un des pouvoirs passifs qu'il a, va te permettre de accélérer la régénération de ton pouvoir. Donc là, du coup, ça devient plus intéressant. Tu as Tristan et tu peux avoir le Bard de Rild aussi qui peut par une action sur un de ses pouvoirs, je ne sais plus exactement lequel, mais qui a la possibilité également d'accélérer ta récupération de pouvoir. Plus, si tu étudies le tableau des cartes événements, quand tu attends le jour te permet d'avancer encore plus le tableau la régénération de tes sorts. Donc le jour, c'est une seule fois, certes, mais ça peut voir le coup, à un moment donné, de planifier un peu ton attaque de rang 4 pour faire 3 points de dégâts à quelqu'un, cooldown de 4, mais avec Tristan, le jour et Rild, hop, ça revient à un cooldown de 1, et donc tu peux le refaire rapidement le tour d'après. C'est un sort que je prends systématiquement, c'est gratuit, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Après, est-ce que tu le prends au départ ou pas, c'est autre chose, mais c'est quand même un bon sort à prendre pour moi, sans souci, ce sort-là est vraiment très sympathique. Second pouvoir de la mort, cette fois-ci c'est un pouvoir qui utilise une tombe que tu peux avoir au niveau 1, c'est le mise au point, Reanimated Dead. C'est vraiment l'archétype du nécromancien. Voyons ce que ça fait. On va défausser une tombe qui sera en jeu pour faire apparaître dessus le premier ennemi de la pile de défausse des ennemis dans la zone de la tombe. On active cet ennemi en utilisant son parchemin de comportement, on ignore tous les pouvoirs chargés, et quand il meurt, il ne pose ni objet, ni point d'âme. Alors tu dis, waouh, génial, top, tip top, vraiment, on est vraiment dans le nécromancien, c'est quelque chose d'incroyable, parfait. Alors finalement, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça, parce que je l'ai essayé, et en fait, il y a plusieurs points négatifs qui peuvent arriver. Déjà, il revient à la vie sur une tombe. Hein, donc, tu peux avoir tué un ennemi 4 cases avant, toi tu as avancé, le groupe a avancé, la case elle est derrière toi, et du coup, si tu n'as pas d'autres tombes disponibles, c'est forcément celle-là qui est disponible. Donc, du coup, quand tu veux l'utiliser, le monstre va forcément arriver derrière et être à la bourre et avoir du mal à revenir. Ensuite, autre chose, c'est pas parce que la tombe que tu utilises pour le ramener à la vie n'a pas besoin d'être celle dans la case où il a été tué. Je m'explique. Si jamais là, tu tues l'orque qui est ici, l'orque, il lâche une tombe. Tu avais une autre tombe ici, par exemple, d'accord ? Eh bien, si tu utilises ton Reanimate Dead, la carte de l'orque étant la première, celle dans la défausse, hein, vu que tu l'as tué à l'instant, tu peux le faire revenir soit ici, soit ici. Hein, tu n'es pas obligé de le faire revenir là où il est mort. Voilà. Petit truc. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas l'utiliser avant que le monstre meure, hein, forcément parce que tu ne peux pas anticiper. Tu ne peux pas dire oh là on va le tuer donc je vais anticiper sa réanimation des morts. Non, il faut d'abord le tuer pour le réanimer, ce qui est logique en soi, mais ce qui peut être assez problématique. On ne peut pas l'utiliser s'il n'y a pas de tombe en jeu. Hein. Si pour une raison ou pour une autre, tu as utilisé toutes tes tombes, tu as tué des ennemis, mais les tombes, tu en as eu besoin pour faire d'autres effets, et tu n'as plus de tombe en jeu, et tu es comme un con, tu ne peux pas utiliser ta réanimation des morts. Voilà, parce qu'il n'y a plus de tombe en jeu. On ne peut pas l'utiliser si le deck des monstres vient d'être remélangé parce qu'il était vide. Hein, imaginons que tu as 5-6 monstres dans la défausse, on te dit de remélanger le deck des monstres, et du coup, tu n'as plus de défausse.
bah, du coup, ton sort, eh ben, il sert à rien, parce que tu n'as personne dans la défausse. Il faut attendre qu'un monstre meure pour revenir dans la défausse. Qu'est-ce que je... oui. Il y a peu de chances qu'on voit un monstre rouge ici, les monstres les plus puissants dans cette défausse, hein, parce que généralement les monstres rouges, quand ils meurent, eh ben, ils sortent du jeu. Hein, le Gremlins rouge du début de la quête, du prologue, eh ben, quand il meurt, il sort. Et je crois que c'est le cas de tous les monstres rouges. Donc tu peux avoir que du vert ou du bleu. Ce qui n'est pas forcément terrible en fonction, quand tu vois leur capacité, quoi. Ensuite, en fonction d'où tu ramènes à la vie ton monstre, généralement les monstres, quand tu les as tués, bah, enfin, les tombes, elles sont derrière ton groupe, hein, parce que forcément, tu es passé dans le donjon, et tu as tué des monstres derrière le groupe. Hein. Toi, tu es en train de combattre le machin qui est ici, tes tombes, elles sont là, tu ramènes à la vie le gremlin ici, eh ben, t'es comme un couillon, parce que le machin, il est beaucoup trop loin. Donc, il va pas pouvoir faire grand-chose, parce qu'il arrive derrière la bagarre. Voilà. Donc ça aussi, petit point négatif sur cette carte. Les monstres que tu ramènes à la vie, ben, ils sont pas, ils bénéficient pas de tes capacités, ils bénéficient pas de ton équipement, ils peuvent pas utiliser une action spéciale pour pas surcharger pour rajouter une attaque. Bref, tout ça mis l'un dans l'autre. Cette réinvocation des morts, même si elle est très 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 thématique, avec bien sûr le personnage d'un mort et sa façon de gérer, enfin en tout cas les morts, parce que c'est un nécromancien, c'est pas terrible. Par contre, on va avoir cette carte-là, qui est le Core Explosion, qui prend une action spéciale, à une portée de 2. On défausse une target tombe, donc une tombe que l'on cible, et tous les ennemis dans cette zone souffrent 1 point de dégâts par rang d'âme divisé par 2, et en plus, ils prennent poison 1 ou poison 2 si tu es au rang 5. Donc là, par contre, là, c'est quand même beaucoup plus sympathique, parce qu'en fait, tu vas faire péter la tombe, et tous les ennemis qui sont dans cette zone se prennent 1 point de dégâts par rang d'âme divisé par 2. Donc si jamais tu es niveau 1, tu affiches 1 point de dégâts. Si tu arrives à être au niveau 3, tu vas leur afficher 2 points de dégâts. Donc tous ceux qui sont dans la zone prennent 2 points de dégâts, et surtout prennent poison. Hein. Un poison pour un ennemi, une fois qu'il a, c'est très chiant pour lui de s'en débarrasser. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment sympathique, cette explosion de corps. Ça, je crois que je l'avais pris lorsque je l'avais joué côté nécromancien, et je m'étais bien fait plaisir. Alors bon, le poison, effectivement, c'est sympa, mais ça reste anecdotique, dans le sens où les ennemis, généralement, tu les tues assez rapidement. Par contre, le poison, quand tu l'appliques sur un ennemi, sur un boss, ça peut être intéressant. Il y a des boss qui ont beaucoup de points de vie, il arrive à lui foutre un petit coup de poison, ça peut être sympa. C'est une action spéciale, donc tu peux quand même faire ton action de combat derrière à côté, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, attaquer une fois, 2 fois en fonction de d'où t'en es sur ta route de talent, parce que Onamor, à un moment donné, il peut attaquer 2 fois, je sais plus à quel moment, il peut attaquer 2 fois. C'est après quand t'as régné au 5, tu peux attaquer 2 fois, mais bon, au niveau 4, on n'est pas... On n'a pas ce problème-là, nous, dans la boîte de base, et tant qu'on est dans l'acte 1. Mais bon, c'est une action spéciale, donc du coup, ça permet d'utiliser tes tombes comme ça. Et c'est vraiment un truc sympathique, surtout que si tu le couples avec l'explosion des arcanes, hein, ce sont que des dégâts purs. Hein, donc un dégât ici, plus une explosion de corps, ça peut vraiment te faire le ménage sur une case où il y a beaucoup d'ennemis. Et bon, faut qu'il y ait une tombe. Mais il suffit d'arriver à, je sais pas, cibler un ennemi qui a plus qu'un point de vie pour générer une tombe dans la zone où il y a beaucoup d'ennemis, et après de faire péter cette tombe. Voilà, donc là, tu as un petit combo qui n'est pas dégueulasse, et qui peut fonctionner et faire du dégât. Prochaine compétence qui utilise les tombes, les Skeleton Guards, les gardes squelettes. Donc c'est au niveau 2 que tu as ça coûte une action spéciale, c'est un cooldown de 2, portée de 2. Si on n'a aucun token squelette, ils sont ici. Ce sont ces petits tokens-là, voilà. Si on n'a aucun token squelette, on défausse jusqu'à 2 tombes, par contre du coup ça, voilà, c'est jusqu'à 2 tombes, pour gagner le même nombre de tokens squelettes. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, parce que du coup je défausse une tombe, ça me génère un squelette, je défausse 2 tombes, ça me génère 2 squelettes. Que permet le squelette? Eh bien avant de se défendre, on défausse un token squelette pour ignorer complètement une attaque. Donc le squelette du coup va utiliser complètement, va utiliser complètement va s'interposer entre nous et l'attaque, j'ai réussi à le dire, puis là c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est un peu plus dommage, c'est que le cooldown ne commence que quand tous les tokens sont épuisés. Donc voilà, donc si tu as généré 2 squelettes, que tu en utilises un, que tu gardes l'autre avec toi, ça ne repart pas en cooldown. Hein.
mais c'est quand même sympa. Ça fait penser un peu aux images, alors images illusoires d'Oriel, c'est un peu le même principe, hein. Donc c'est là que tu trouves cette capacité défensive à Onamor, capacité défensive vraiment sympathique. Donc pour charger, contrairement à l'image illusoire d'Oriel, qui elle gagne forcément ses 2 tokens de protection quand elle utilise son pouvoir, là il faut quand même avoir 2 tombes pour pouvoir gagner les 2 squelettes, hein. Par contre, je crois qu'Oriel, il faut lancer un dé pour ignorer l'attaque, là tu ignores forcément l'attaque avec ton squelette, hein, pas de souci. Donc c'est vraiment un sort très sympathique, et de tous les sorts qui utilisent des tombes, c'est celui que je préfère. Parce que ça te permet d'avoir vraiment de prendre la place du tank temporairement, sans aucun souci. Parce que tu ignores une attaque, si tu as les deux, tu arrives à ignorer complètement 2 attaques, c'est vraiment quelque chose de sympa. On part sur une nouvelle attaque, une nouvelle capacité spéciale, cette fois-ci commune aux 2 classes, qui est l'enfeublement. Donc l'affaiblissement, je dirais, en français, jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi ciblé a moins 1 touche, moins un point de vie, et au niveau 4, moins 2 touches, moins 2 points de vie, 2 de cooldown, 3 de cooldown. C'est vraiment un très bon pouvoir, ça te permet d'aider ton tank, bien évidemment, jusqu'à la prochaine phase de temps, de préparation, du coup parce que l'ennemi il a moins 1 touche, hein, donc ton tank va être moins ciblé par cet ennemi, et moins 1 point de vie, ça peut finir par l'achever. Il suffit que l'ennemi ait plus un seul point de vie, qu'un seul point de vie, ça le tue. Voilà. À voir aussi que cette attaque, cette compétence est plus efficace à beaucoup de joueurs. Pourquoi? Parce que plus tu la lances tôt, plus ça va être efficace. Si tu joues à 2 personnages, par exemple, et du coup, la phase de préparation va vite arriver. Hein, tu fais ton tour autour du copain, ça arrive vite. Par contre, si tu joues à 5 personnages, tu lances ça au départ, l'ennemi target, il a moins 1 touche, mais pour les 5 tours qui vont arriver, tous les personnages qui vont jouer après. Donc, c'est quand même plus efficace plus efficace. Oui, c'est plus efficace en termes de rentabilité quand tu as un groupe assez conséquent de personnages, tout simplement. Autre compétence, mais cette fois-ci spécifique au chaos, qui est encore une attaque. Donc le drain de vie. Le drain de vie, tout simplement, porte à 1. Donc par défaut, tu fais une touche. Sur un éclair, tu fais plus 1 touche. Si tu fais éclair et pentacle, létal 3, donc mortel 3, donc il y a 3 touches mortelles qui passent. Tu te soignes d'un nombre de points de vie équivalent aux dégâts que tu fais à l'ennemi. Et en plus, au niveau 1, tu lances 1 dé rouge et 2 dés bleus. Donc ça, c'est une compétence qui fait un petit peu le café, hein. C'est vraiment très, 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 très sympa. Alors, le truc, c'est qu'il y a quand même un peu... faut pas oublier que c'est une compétence d'attaque, donc ça veut dire que tu peux utiliser une action spéciale pour la renforcer, donc gagner encore 1 touche. Par contre, en termes de cooldown, attention, au niveau 5, ta cale de cooldown, c'est très long. Je perds ma voix, excuse-moi, j'ai ma voix qui part en cacahuète, moi ça va mieux. Moi, je serais d'avis d'utiliser que la compétence de niveau 1 avec un cooldown de 2, ça revient tous les 2 tours, c'est déjà beaucoup plus raisonnable, hein. Et tu peux te faire quand même une touche, là, merde. Tu utilises ta capacité spéciale pour l'enforcer, donc tu as forcément 1 touche, plus 1 touche de ton renforcement. Si jamais tu utilises le talent qui permet de virer un dé rouge pour mettre un éclair à la place, tu as forcément 3 touches, donc tu te soignes forcément de 3. C'est quand même très, très, très sympathique. C'est une compétence que j'adore. Drain de vie, hein, encore une fois, très thématique par rapport au nécromancien, ça. C'est sympa. C'est vraiment une compétence sympathique. Après, est-ce que tu la prends au niveau 1 ou pas? Le problème, c'est que tu la prends au niveau 1, il y a un tour sur 2, tu pourras rien faire. Donc, à voir. Peut-être qu'au niveau 1, ils vont peut-être prendre l'arcane, l'explosion d'arcane pour faire un dégât tous les tours. Et une fois que tu arrives au niveau 2, tu prends du coup les squelettes. Et peut-être arriver au niveau 3, tu prends ton drain de vie. Mais bon. C'est un personnage, tu auras des choix à faire en tout cas en termes de cartes, et ça c'est plutôt cool. T'as pas une seule voie tracée, t'as plein de possibilités, et c'est ça que j'aime bien avec Onamor. Continuons avec du coup les autres compétences d'Onamor. Alors on va rapidement passer sur celle-là, hein, le Stone Skin. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, quand tu défends, tu gagnes plus un bouclier. Bon, t'as rien à foutre au corps à corps, on est d'accord, hein, t'as pas besoin d'aller au contact. Donc le bouclier, si jamais t'as ça, c'est que t'as perdu le temps, que t'es dans une mauvaise posture. Et au pire, pour parer les attaques, hein, tu as tes gardes squelettes. Donc, on n'utilise plus ces gardes squelettes. Ça, je pense pas le prendre. C'est une compétence qui ne me sert pas pour le nécromancien. On verra que c'est peut-être plus utile pour l'invocateur, cette compétence. Enfin, moins inutile pour l'invocateur. Voilà, et pas forcément plus utile, mais elle est moins inutile pour l'invocateur. Tout simplement.
Le Nightwalker, on peut invoquer, donc au niveau 3, un Nightwalker, voilà, qui sera avec nous. Donc on l'invoque, il sera donc forcément au niveau 1, donc le voici au niveau 1. Alors attends, niveau 1, c'est au niveau 1, il est au niveau 1. Non, il a, ça c'est dur. Voilà, niveau 1, alors qu'est-ce qu'il a? Il peut voler, il a ton random de points de vie, il a un Volt Shield. Si il est dans la zone d'Onamor, on peut le tuer, un peu comme un squelette, pour faire qu'il ignore une attaque contre Onamor. Et après, il a quelques attaques de base qui sont, voilà, sympathiques, mais sans plus, quoi. Après, le problème, c'est que, de toute façon, le cooldown ne peut revenir que quand il meurt. Donc, si tu l'invoques, ben voilà, tant qu'il n'est pas mort, ben, le cooldown ne revient pas. Normal, mais voilà, ça peut être un petit frein à prendre cette capacité-là. Il faut voir aussi qu'il rajoute il rajoute des héros lorsqu'on fait les calculs de savoir si on a enfin, X héros pour la génération d'ennemis. Alors, ça peut être un problème ça peut être un problème tout le temps, effectivement. Quand tu es 2-3 joueurs, tu passes dans la part des 4-5 joueurs, par exemple, tu vois. Donc du coup, si tu l'invoques, eh ben, tu es considéré comme 4-5 joueurs, donc la formule d'invocation est beaucoup plus balèze qu'à 2-3 joueurs, pour un gain qui n'est pas forcément évident. C'est un peu le problème de toutes les invocations, de toute façon. Là, alors après, si tu as envie d'avoir une invocation, bah, tu joues invocateur en fait. Hein. Pour moi, l'invocation avec Onamor, tu as, tes squelettes en tant que nécromancien. Franchement, l'avoir en tant que nécromancien, si tu veux invoquer, bah, tu prends le côté invocateur. Tu te concentres pas sur le côté nécromancien. Et bien qu'on va voir que le côté invocateur, il a quand même deux sous-spécialités bien distinctes l'une de l'autre qu'on va voir d'ici peu de temps. En termes de talent, on va récupérer tout de suite celle qui nous intéresse le plus, hein, à savoir le talent expert. Les autres, on va pas s'attarder dessus, ça n'a pas trop d'intérêt. Le talent expert ici qui nous permet d'enlever un dé d'attaque pour gagner un éclair supplémentaire. Hein, typiquement avec le drain de vie, voilà, ça fait le café. Ce qui fait que tous les 2 tours, tu as un drain de vie qui fait au moins 2 points de dégâts, ça c'est évident pour te rendre au moins 2 points de vie. Donc voilà, talent sans aucun souci, ce talent expert qui va bien. On n'a pas parlé de son pouvoir ultime. Alors ça, on n'y est pas encore. Bien sûr, on va en 7, mais son pouvoir, donc son agonie. L'agonie, c'est un agony token, c'est ça. Voilà. On met cet agony token sur un ennemi. Quand cet ennemi meurt, tous les ennemis à une zone de lui sont attaqués par ça. Et souffrent de 1 point de dégâts par tombe. Alors, ça fait des gros dés, ça fait des grosses touches, hein, effectivement. Après, voilà, bon, c'est au rang 7 que tu as ça. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Franchement, je sais pas. Ça fait des gros dégâts, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. On peut pas dire que ça fait pas de gros dégâts. Mais bon, ça implique que tu tues le monstre en question. Quand tu arrives après niveau 7, le problème c'est que comme je n'ai pas les extensions pour aller jusqu'au niveau 7, je me rends pas bien compte un petit peu de ça. Mais là, du peu que j'en comprends et du peu que je vois un peu comment je joue et comment le jeu se passe, c'est une compétence, ça te bouffe une compétence que tu peux utiliser une fois par quête juste pour faire ça, quoi. Sachant que ça, tu as peut-être besoin genre contre les boss. Mais le boss, généralement, il est tout seul. Enfin, voilà. Après, tu peux avoir des adds, bien évidemment, mais c'est assez situationnel. Donc, moi, je m'embêterai pas avec cette compétence d'agonie. Ça me parle pas. Ça me parle pas, tout simplement. On a terminé la partie nécromant. On va s'attaquer maintenant à la partie invocateur. Donc, je vais ranger tout ce qui concerne l'invocateur, le nécromancien ici. Je vais garder juste les compétences de base. Les compétences de base, les compétences qui ne concernent pas justement l'invocateur. Et on va regarder un petit peu l'invocateur, comment il fonctionne. L'invocateur, lui, du coup, il a quoi? Il a 2 sacs à dos, une sauvegarde sur bouclier et 3 de mouvement. Si tu veux bien faire la mise au point, ça m'arrange jouer. Ça m'arrange jouer. Voilà. Alors, c'est un maître invocateur. Quand on invoque les frites et le Nightwalker,
on gagne... nos compagnons gagnent plus de points de vie et gagnent notre rang... Et gagnent... sur un petit diablotin, on roule n'importe quel dé. Alors, oui, c'est bien, certes, sachant que, de toute façon, tes points de vie, ça correspond à ton niveau d'âme. Donc, si tu es niveau d'âme 1, donc il y a un point de vie, et tu lui donnes plus de points de vie. Donc, il aura 3 points de vie pour le Nightwalker, et les frites, c'est exactement pareil. Donc, les frites, par contre, lui, les frites, il a forcément un point de vie fixe, ça ne dépend pas du rang d'âme. Donc, ton Efrit aura 3 points de vie. Voilà. Ce qui reste faible, 3 points de vie pour une invocation, c'est un petit peu faiblard. Après, bon. C'est un personnage d'invocateur qui a beaucoup d'attaques de zone. Donc il va pouvoir affaiblir les ennemis, puis les autres, tes petits compagnons, vont pouvoir arriver derrière pour finir tout ce petit monde. C'est sympa. C'est sympa. Par contre, voilà, comme on disait au plus haut rang, l'Efrit qui est ici, il compte comme étant de niveau 0. Par contre, quand tu vas passer au-dessus, il va compter comme 1. 1 dans la formule, pareil pour le Nightwalker qui compte 1 quoi qu'il arrive. Donc au départ, effectivement, quand tu es niveau... il est où l'invocation? Je l'ai perdu. Voilà, les frites, les frites, tu peux l'avoir là. Les frites, tu peux l'avoir jusqu'au niveau 4, cela dit. Donc au départ, effectivement, ça compte 0, mais quand tu seras niveau 4, il comptera comme quelqu'un en plus dans le calcul des spawns de monstres. Donc si jamais tu as les deux en même temps et que tu arrives niveau 4 avec ton Efrit, du coup, tu vas rajouter 2 dans le calcul, donc ce qui peut vraiment te poser quelques difficultés en termes de spawn de monstres. Regardons sa roue au niveau 1. Au niveau 1, lui, il commence avec 4 points de vie, ce qui est peu, bien évidemment. Une action d'attaque, une action spéciale et un pouvoir au démarrage. J'ai perdu son dé qui est ici. Voilà, il commence avec 2 sacs à dos, donc qui est un de moins que la partie nécromancien, un bouclier et 3 de mouvement pour se déplacer sur le plateau de jeu. Alors, ce qui est un petit peu, je reviens un peu sur sa capacité ici, c'est un peu dommage, c'est que du coup, on parle d'Efrit et de Nightwalker Companion. C'est-à-dire que si jamais des extensions lui font amener de nouvelles invocations, pour une raison ou pour une autre, du coup, son passif qui a plus de points de vie, ça sera uniquement pour l'Efrit et le Nightwalker. Imaginons qu'il a une autre invocation qui arrive dans une future extension, quand tu lis la carte, malheureusement, cette carte-là ne va pas te permettre de gagner plus de points de vie à ta future extension, à moins qu'il surcharge la carte de Namor. Mais voilà, c'est un petit truc qui est dommage. On va regarder sa Forme Ghost tout de suite. Forme Ghost, on va mettre un token feu un token feu 2 dans notre zone. Voilà, on a mort. En summoner, on voit tout de suite qu'il est accès invocation, mais également qu'il est accès dégâts du feu. Donc quand il meurt, on met un petit token de feu 2 dans la zone dans laquelle il est mort. Alors, ce qui est à double tranchant, parce que s'il est mort dans une zone où il y a des héros, les héros vont aussi prendre le feu, bien évidemment. Par contre... Non, j'ai une bêtise. Qu'est-ce que j'ai comme connerie? Non, c'est quand il fait... Non, c'est pas quand il meurt. Non, je confonds avec l'autre personnage, pardon. J'ai en tête un autre personnage qui, quand il mourait, il se passait quelque chose dans sa zone. Mais là, c'est vraiment... Non, c'est pas... Là, t'es mort, et après, tu mets ton soul shout, tu le mets où tu veux, bien évidemment. Là, encore une fois, c'est assez situationnel. Tu vas pas passer ton temps à cracher du feu un peu partout. Tu vas plutôt aller retourner à la pierre au sanctuaire de résurrection pour revenir à la vie. Donc, peut-être sur le passage, cracher un petit truc de feu sur des ennemis. Sachant qu'en temps, les ennemis seront peut-être déplacés, donc du coup, ton token de feu, il sera dans le vide. Voilà, donc bon. Ou alors, tu peux anticiper éventuellement dans un couloir, quand tu vois des ennemis arriver, tu peux mettre ça pour qu'ils se prennent le feu au passage. Mais ça reste, voilà, ça reste... Bon, après, c'est une capacité de Ghost, ça reste assez situationnel, bien évidemment. On reprend du coup les compétences. On va repartir sur la compétence que j'ai perdue. Où qu'elle est? Quelle est l'Arcane Bolt. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'Arcane Bolt? Ah! Oh, c'est pas possible, dans ces cornichons. Putain, elle est sous les yeux, je la vois pas. J'ai trouvé, c'était mise avec le côté nécromancien. Donc ça reste toujours une valeur sûre, quel que soit nécromancien ou summoner. Franchement, celui-là, ça va continuer à faire le café. 1 point de dégâts brut. Avec le cooldown, il n'y a pas de souci. Là, tu peux t'en sortir vraiment avec du bon dégât avec cette petite compétence. C'est gratuit. Il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. À mon avis, c'est quand même quelque chose de sympathique. Là, on a le Stone Skin. Alors, autant tout à l'heure, il était complètement désuet et tout pourri avec tes gardes squelettes, autant là, tu n'as pas
de garde squelette pour venir te défendre. Donc, là, ça peut être du coup un peu plus intéressant de le prendre. Après, ça va dépendre du build sur lequel tu t'orientes, tout simplement. Soit tu pars sur un aspect invocation, et du coup, tu as peut-être besoin de ça si jamais tes invocations n'arrivent pas à te défendre. Soit tu pars vraiment sur un summoner type feu, en fait, qui va cracher du feu un peu partout. Et là, bon, là, tu es derrière pour faire du dégât, ça là, tu peux t'en passer. Mais je pense qu'en tant qu'invocateur, si jamais tu as besoin d'avoir des invocations, que tes invocations sont à la rue pour te protéger, ou que tu n'as plus tes invocations, ça peut te sauver les miches. Ça peut clairement te sauver les miches. À ce niveau-là, pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ce sort-là qui est le mur de feu. Alors, ça va de placer un token feu 2 dans une zone, jusqu'à 2 zones adjacentes, ou jusqu'à 3 zones adjacentes quand tu es niveau 5. Une action spéciale. Ah putain de... Mais pourquoi il veut pas la mise au point là? Ah oui, voilà, merci. Alors, pourquoi prendre ce pouvoir-là? Parce que généralement, ça te permet éventuellement de bloquer un couloir. D'accord, mais les ennemis, ils courent rarement après. Hein, ou s'ils te courent après, bah, ton tank va les intercepter. Et si ton tank les intercepte, bah, c'est-à-dire qu'il est dans la zone où tu mets le feu. C'est assez rare comme situation, je pense. Hein. Là, pourquoi pas. Après... qu'est-ce que je... Attendez, il y a un truc au niveau des frites que je voulais voir. Non, en fait non. Si, les frites, il ignore les zones de feu, à la rigueur, si tu as ton effrite avec toi. Ça peut te permettre de bloquer un couloir et puis de mettre ton effrite dedans et il va continuer à les bloquer. Les ennemis vont tanker des frites dans le mur de feu, donc les ennemis vont prendre du dégât de feu. Oui, bof... Le problème, c'est que, tu vois, les frites auraient été soignées par du feu, tu pourrais dire, ouais, je le prends. Mais là, il n'est pas soigné par le feu, donc bon, c'est pas... Non, mur de feu, non. Non, 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 non. Clairement pas une compétence à prendre. Deuxième compétence, Flame Master. Alors ça, Flame Master, c'est notre source principale de dégâts, hein, autre que nos invocations, bien évidemment. Donc ça, pour moi, il faut le prendre. Une touche, un dé bleu, ça fait feu 1 sur un éclair, pentacle éclair feu 2. Au niveau 1, j'ai 3 dés rouges. Bon, ça a 2 de cooldown, et c'est une action d'attaque, et ça porte à 3. Voilà. Donc la quantité de dégâts générés est plutôt convenable, hein, c'est une habilité de combat. Donc tu peux la booster effectivement avec... Tu peux la booster avec ta capacité spéciale, si tu as besoin. Bon, comme elle a un cooldown de 2, le temps qu'elle revienne, bah, tu utilises soit ton arme, soit ton effrite, ou ton autre invocation pour combattre à ta place. C'est... Non, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien cette capacité. Mettre des flammes, prince des flammes. Franchement, non, ça, c'est une capacité à prendre. Alors, moi, j'avais le nécromancien, donc voilà, mais je pense que cette capacité, je la prendrai effectivement au départ pour faire du dégât. Après, encore une fois, soit tu te rentres vers le dégât de feu, soit tu te rentres vers l'invocation. Hein. Tu n'as pas non plus un nombre incroyable de compétences à choisir dans ce jeu. Donc, bon. Autre compétence d'attaque, le Dimensional Pit. Ça, c'est très rigolo. Très rigolo, mais encore une fois, bon. On cible une zone. Tous les ennemis adjacents à cette zone se déplacent dans la zone. Et tous les ennemis dans cette zone souffrent 1 dégât par acte au rang 2 ou 2 dégâts par acte au rang 5. Alors, c'est un gros cooldown. Alors là, du coup, effectivement, si tu pars en mode full pyromancien, c'est que tu utilises vraiment aucune capacité d'invocation, donc tant pis pour ton effrite. Combiner ça avec un petit mur de feu, pourquoi pas. De même, combiner ça avec le Flame Master, qui devient une attaque de zone au niveau 4, pourquoi pas aussi. Bon, ce sont 2 actions d'attaque. Il faut voir que est-ce qu'au niveau 4, tu as 2 actions d'attaque. Et bien au niveau 4, bien évidemment, tu n'as pas 2 actions d'attaque. Donc du coup, arriver à combiner ces deux-là, ce serait dommage, ça aurait été très intéressant. Pourquoi pas, entre l'action d'attaque et ici et ça,
pour que tu mettes tout le monde dans la même zone et que tu mettes un token de feu au milieu. Et que tout le monde prenne du feu après sur lui. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Après, il faut voir aussi que tout ce qui est dégâts de feu, c'est sympathique parce qu'un des deux boss de la boîte de base, donc les hommes immortels, est très sensible au feu. Voilà, je vous dirai pas lequel, mais c'est très sensible au feu. Bon, voilà. Non, c'est pas là. Firestorm, ici, donc la compétence épique, hein, voilà, que tu utilises une fois par quête. Action spéciale qui porte à 5. On va placer 3 tokens feu 2 dans une zone. On dégage tous les autres tokens de feu à portée dans cette zone. Et on déplace un ennemi à distance de cette zone-là. Voilà. Oui. Encore une fois, ça te fait utiliser une attaque une fois par quête au niveau 7 pour faire environ du gros dégât. Et encore du gros dégât, tu vas mettre beaucoup de dégâts de feu sur quelqu'un. Voilà, c'est juste pour mettre énormément de dégâts de feu sur quelqu'un. Ça implique plein de choses. Ça implique que tu aies déjà préparé ton coup en mettant plein de tokens de feu tout autour. Enfin, ça te bouffe une compétence, quoi. Niveau 7, compétence, fais voir. Niveau 7, compétence, t'en as 6. Hein, donc bon, t'as peut-être autre chose à faire que de prendre ça. Toutes les compétences que tu peux avoir. C'est une fois par quête, donc il faut la lancer au bon moment. Donc des quêtes où tu ne le feras pas. Ça te fait une grosse tempête de feu. C'est très thématique, très rigolo par contre. Qu'est-ce que je voulais... Ah, je voulais te parler de cette compétence-là. Je voulais te parler de l'affaiblissement. L'affaiblissement côté summoner est aussi très intéressant. Hein. Ça reste quand même une valeur sûre. Moins une touche, moins un point de vie sur un ennemi. Quoi qu'il arrive, hein, ça reste quelque chose de très 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 intéressant et très balèze. Hein. Ça, à ce niveau-là, pareil, que ce soit du côté nécromancien ou côté invocateur. Alors, thématiquement, on est plus côté nécromancien qui affaiblit ses cibles. Mais côté invocateur, ça reste quand même très très efficace. Il est temps de parler maintenant de nos deux invocations, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Nos deux invocations. Alors la première invocation, c'est le Nightwalker. Il est où? Il est là. Nightwalker. Alors tu l'as pas tout de suite, Nightwalker, hein, tu l'as au niveau 3. Donc tu invoques un Nightwalker, hein, et ce Nightwalker, il est ici. Donc du coup, effectivement, quand on peut tuer le Nightwalker pour empêcher une attaque. Il fait des dégâts d'arcane, il est quand même assez intéressant. Si t'es summoner, il a tout de suite ton random plus 2 points de vie. Donc quand tu es au niveau 3, ton random est à donc, niveau 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc il a 4 points de vie quand il arrive. Voilà. Il est pas mauvais, hein, il est pas mauvais dans le sens où, de toute façon, il peut se sacrifier pour nous protéger. En tant qu'invocateur, on n'a pas les gardes squelettes pour nous protéger. Donc ça peut être intéressant de le prendre. Ça peut être intéressant de le prendre. Voilà. Après, faut l'activer. Hein, et activer un familier, ça a des coûts. Ça a un coût, comme tu actives le loup, comme tu actives l'ours de Samiria ou le loup de Lygon, quoi. Donc, voilà, c'est pas gratuit d'aller l'activer. Voilà. Les frites. Les frites, maintenant, quand tu invoques les frites, alors lui, tu peux l'avoir dès le niveau 1. Et ça peut être très rigolo de partir dès le niveau 1, hein, bien évidemment. Les frites, donc on a vu tout à l'heure rapidement sa carte, hein, il a un point de vie, donc quand tu arrives niveau 1, il a un point de vie, donc autant te dire qu'il va pas rester bien longtemps. Il ignore les effets du feu. S'il meurt, il place un token feu 1 dans sa zone. Et il a quelques dégâts d'arcane très sympathiques. Il a des bonnes stats de combat. Il a des bonnes stats de combat. Ça c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il est très faible. Hein, 4 points de vie seulement. Donc, grosso modo, il peut très vite tomber. Il a quand même il n'a pas d'armure, hein, donc ça veut dire que si jamais, s'il a un bouclier magique, j'avais pas vu, pardon, ici il a un petit bouclier magique qui est ici. Contrairement au Nightwalker qui lui a au moins 3 dés bleus de défense, hein, lui il n'a pas d'armure. Ah si, il a un dé bleu. Oh, pardon, il était caché par mon gros doigt. Il a un dé bleu. Mais bon, tu te mets contre des gobelins bleus qui lorsqu'ils sont touchés font 2 touches. Et déjà, il peut très vite s'éteindre, hein, les frites. Hein. Il peut très très vite fondre. Après, en termes de puissance, c'est vrai qu'il te prend une action d'attaque, certes,
mais par rapport à ton... Alors, pas le Flame Master qui est ici, petit par rapport au Flame Master qui est ici, il fait quand même des dégâts pas dégueulasses. Hein. Donc lui, quand tu l'utilises, hein, ça t'utilise ton action de combat. Donc, l'action de combat que tu as... où est-ce que sont les actions de combat avec toi soit tu utilises donc ton arme, et tu n'auras pas une arme qui fait autant de dégâts que ça au niveau 1, parce qu'au niveau 1, c'est quand même très, très, très puissant tout ce qu'il fait. Éventuellement, ton Flame Master qui est ici... donc à toi de combiner. Quand ton Flame Master est up, tu peux utiliser. Sinon, tu utilises ton Efrit pour taper. Voilà. Si t'es summoner, je pense, va directement à fond dans les invocations et tu choisis les deux invocations et tu te fais plaisir en termes d'invocation justement de créatures à invoquer parce que c'est son rôle. Après, il est aussi là, Onamor, invocateur, pour faire des dégâts du feu. Donc, un juste milieu ou pas, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de faire une espèce d'hybride. Je pense que soit tu pars vraiment full invocation, soit tu pars full dégâts du feu. Mais avoir une espèce d'hybride, je pense que tu vas peut-être t'ennuyer pendant la partie et pas être assez efficace. En termes de talent, franchement, il n'y a rien qui me botte. C'est marrant ça, il y a des bottes. Il n'y a rien qui me fait bander plus que ça avec lui. Le point de vie, ça peut être intéressant, mais là encore une fois, avec quelqu'un d'autre l'aura pris en toi, je pense notamment au tank. L'expert, t'as pas beaucoup de trucs qui utilisent des éclairs. Enfin, c'est-à-dire que te priver d'un dé rouge pour obtenir un éclair et faire juste Fire 1, ça vaut pas le coup. C'est pas très intéressant sur ce truc-là. Tu veux pas en faire bénéficier ton Efrit parce que c'est lui qui attaque, c'est pas toi. Bref, franchement, il n'y a aucun talent qui me botte plus que ça pour Onamor, invocation. Donc là, j'ai envie de dire, vous prenez les restes. Enfin, une fois que tous tes personnages, toute ton équipe s'est servi au niveau des talents et après ce qui l'intéressait, toi, tu es là pour prendre les restes. Parce qu'il n'y a rien qui transcende en fait vraiment Onamor, invocateur avec des talents, quoi. On a fait le tour, on a comme une vidéo de quasiment 3 quarts d'heure, ce qui est beaucoup. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour conclure. Donc, Onamor, franchement, mon petit personnage coup de cœur lorsque je l'ai eu. En tout cas, sa partie nécromancien avec ses gardes squelettes. Je jouais peu avec l'explosion de tombe, je jouais peu avec, encore moins avec la réanimation des morts. Je jouais beaucoup avec les gardes squelettes et le drain de vie. Hein. Donc, garde squelette, drain de vie, tu passes devant tout le monde. Les gardes squelettes, ils explosent pour prendre les dégâts à ta place. Tu fais un drain de vie et après, tout le monde arrive pour te couvrir derrière. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Je n'ai pas pu essayer l'aspect summoner, l'aspect invocation, que ce soit en termes d'invocation pure où tu invoques tes deux effrites, là, tes deux esprits, ou alors en termes dégâts du feu. Franchement, là, j'ai pas d'avis plus que ça sur la partie summoner. Par contre, la partie nécromancien, j'ai vraiment adoré jouer avec. J'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec la partie nécromancien. Et je pense que je referai une partie avec grand plaisir avec la partie summoner. D'ailleurs, j'ai une petite idée d'équipe où il n'y a que des invocations. Donc là, je pense qu'on risque d'en chier parce qu'il n'y aura pas de soins. Mais tu vois, tu prends toi avec tes deux esprits. Tu prends Laegon et son loup et Simaria et son ours. Là, en termes d'invocation, je pense qu'on est pas mal. Hein, ça fait 4 invocations. Pour une partie à 3, je pense que tu vas avoir des ennemis qui vont te tomber dessus, mais sur le coin du nez, parce que tu vas booster la puissance de calcul du groupe en termes de génération d'ennemis, et tu risques d'en chier vraiment XXL. Voilà, on a fait le tour pour Onamor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne uniquement si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que vous avez également, si vous voulez soutenir la chaîne, la souscription comme mentionné en début de vidéo, ou également les super thanks sur des vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez en plus lâcher un pouce, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité YouTube pour remercier, comme vous le pouvez, ou vous le voulez bien évidemment, les youtubeurs qui fournissent du contenu et qui s'amusent à faire ça, et voilà. Donc c'est toujours, ça fait toujours plaisir, effectivement. Moi, je vous fais des bonnes paroles, pas du tout, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Sur ces bonnes paroles, amusez-vous bien, salut, et bye bye.